Mais d'abord, cette découverte d'un corps sans vie aux abords du lycée de Bargny, selon notre correspondant dans la zone. Il s'agit apparemment d'une jeune femme âgée d'une trentaine d'années. L'enquête de la police devrait déterminer les circonstances de ce décès. Interrogation autour d'une autre enquête, l'affaire des tombes ouvertes au cimetière de Pikine. Jusqu'ici, arrestation d'un seul suspect, un des fossoyeurs. Autre question, pourquoi le mise en cause valse entre le tribunal et le commissariat central de police de Dakar? Question aussi sur les commanditaires, Salif Sow. Pourquoi un retour de parquet pour Saïr Nig, le fossoyeur arrêté depuis vendredi dans l'affaire de la profanation du cimetière de Pikine? Que cherche le procureur? Qui seraient les commanditaires? Des intouchables? Autant de questions posées ici. À Pikine, l'affaire continue d'indigner les gens, suffisant pour interpeller les religieux en premier. Ce vendredi, les sermons des imams vont d'ailleurs porter sur la profanation du cimetière musulman de Pikine, dit-on dans les rues de cette partie de la banlieue. Quant à la marche des riverains du site, elle est interdite par l'autorité. De son côté, la police veille au grain. Toute personne aperçue à l'intérieur ou aux abords immédiats du cimetière après sa fermeture sera systématiquement arrêtée et déférée au parquet, renseignent les autorités policières. Un tour effectué ce matin au cimetière nous a permis de constater que le taux de fréquentation du site a augmenté d'un cran, nous ont soufflé les habitués des lieux. Concernant l'abattage des arbres démarré mercredi, l'opération se poursuit dimanche prochain. Salif Sow, Pikine, Radio Futur Média. Merci d'écouter le grand journal sur RFM. La suite, nos envoyés spéciaux à la 24e édition de la foire internationale de Dakar nous renseignent que plus d'une dizaine de caisses de médicaments contrefaits qui proviennent de la Guinée ont été donc ces caisses découvertes par la douane. Il s'agit d'un camion de marchandises dans lequel on avait dissimulé ces comprimés contrefaits. De la drogue de synthèse aussi a été découverte dans cette saisie. Nous allons revoir sans doute Mantouré, l'un de nos reporters au 6S. Man, bonjour. C'est un groupe de douaniers entassés devant un petit camion qui attire l'attention. Un camion du reste sale, de la boue tout autour, avec une photo de Alpha Condé collée par-ci par-là. Cela se voit qu'il a fait du chemin. Les douaniers vérifient. Ils entrent dans la voiture. On ressort. Quelque chose ne va pas. Le camion, pourtant, rien ne laisse présager qu'il y a à l'intérieur de la drogue. De la drogue, entendez, des médicaments contrefaits. En son sein, il y a de la marchandise, des chaussures, des poissons séchés et de l'ananas. Alors, les douaniers ont convoqué le chien renifleur. Il se met à sentir, à ressentir. Il fait un geste et les agents sautent dessus, ouvrent le carton, un paquet de médicaments contrefaits. Puis 2, puis 3, puis 4. Le chargement n'est pas encore terminé. Tout à l'heure, nous avions décompté 10 paquets. Et maintenant, nous en sommes à une vingtaine de cartons. À l'intérieur, des pneus rouges et blancs, orange blanc, du Viagra ou du Dieguineil. Le chien renifle toujours. Les douaniers ont convoqué la police qui est là, sur place. Les propriétaires sont là aussi sur place et constatent, en attendant, la suite de l'histoire. Mantouré, Foire, Radio Futur Média. Mantouré, toutes nos équipes que nous retrouvons à la fin de ce grand journal pour le journal de la Foire, midi 5. RFM, la radio de toute l'actualité. Vous les avez déjà entendus sur cette antenne, des retraités surpris de ne recevoir que la moitié de leur pension. C'est la conséquence de la mensualisation des pensions de retraite. La mesure était censée entrer en vigueur en janvier 2016, mais c'est tout à fait le contraire. Dès le début de ce mois de décembre, les premières pensions tombées ont fait constater que seule la moitié est payée. Et on l'a dit dans les titres de ce grand journal, des retraités se rassemblent normalement en ce moment devant le siège de l'IPRES, l'institution de prévoyance retraite. Et que vont faire les bénéficiaires qui avaient déjà une faible rémunération? C'est toute la question. Cela mène à poser aussi la question comment bien préparer sa retraite pour ne pas compter uniquement que sur les pensions IPRES. Un reportage d'Awambaï. Alain est un jeune salarié. Dans son costume, il donne l'apparence d'un homme bien rangé. D'ailleurs, ses propos le confirment. Il prépare déjà sa retraite. Pour lui, dans la vie, il faut vivre selon ses moyens
et ne pas dépenser tous ses revenus. Alors, c'est très difficile dans le contexte social et sociologique sénégalais, mais quand on est réaliste, on peut parfaitement préparer sa retraite en se suffisant d'un train de vie adapté à son niveau de rémunération. Alors, c'est soit une retraite complémentaire, mobilisation conséquente, il faut s'organiser de telle sorte que, disons, tout ce qu'on met de côté en termes d'immobilisation ou d'épargne ne soit pas accessible au moment où les sollicitations sont là. Et Alain a juste garé sa voiture devant le magasin de pneus d'Abou Sidibé. Lui, Abou, la cinquantaine, estime qu'au Sénégal, il est impossible de préparer sa retraite face à la demande sociale. Pas du tout, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne gagne pas beaucoup. En plus, on ne fait pas confiance aux institutions là. Les assurances trucs là, c'est tous des arnaqueurs. Son option, Abou nous la confie. Il investit sur ses enfants qui, une fois adultes, assurent ses charges. Comme mon père l'a fait avec moi, j'investis sur mes enfants. Après, ils vont me dépanner demain. J'investis beaucoup sur mes enfants avec une bonne éducation. S'ils réussissent demain, ils vont donner un coup de pouce. Ce vieux est à la retraite depuis 1995, mais il ne partage pas la façon de faire des travailleurs qui, selon lui, dépensent tout le revenu entre le loyer, la scolarité des enfants et le remboursement de prêts. Ils ne vivent pas selon leurs moyens, clame-t-il. Voilà qui est dit. Quand des parents d'élèves décident de retirer leurs enfants de l'école, c'est arrivé pour la deuxième fois à Guet-Ndar à Saint-Louis. Cela concerne les écoles primaires Cheikh Touré et Abdoulaye Mbeng Khali. Établissement presque en ruine, alors les cours se font par alternance. Les parents ne veulent pas parce que le programme risque de ne pas être achevé à ce rythme. Mohamed Nabissila. Précédant ceux de l'école Cheikh Touré, les parents d'élèves de l'école Abdoulaye Mbeng Khali ont retiré leurs enfants des classes pour protester contre les cours par alternance dans la seule école de Guet-Ndar. Le non-respect du quantum horaire est une réalité qui déteille sur la qualité de l'enseignement, selon Abdou Fall, le président du comité de gestion d'école. Nous continuons à faire l'alternance. Un mois le matin, l'autre mois, on fait l'alternance. On est obligé de prendre la soirée. Ce qui, vraiment, au niveau de la qualité, nous avons, avec les enseignants, retenu qu'il y a vraiment un net recul au niveau des élèves. C'est pourquoi nous avons décidé de retenir les élèves à la maison jusqu'au 14. À partir du 14 aussi, nous allons continuer sur cette même lancée jusqu'à une nouvelle ordre. Il ajoute qu'ils veulent une réhabilitation complète. Ce que nous voulons maintenant, nous l'avons dit aux différentes autorités, c'est que nous voulons une nouvelle école au niveau de Abdoulaye Mbeng Khali. Nous ne voulons pas de 2 classes ni de 3 classes. Nous voulons que, depuis l'année dernière, nous avons eu à faire des séances de travail avec l'IEF. À maintes reprises. Cette fois-ci, nous avons décidé de ne pas d'aller le voir. Du côté des autorités, l'établissement ne figure pas sur le miroir 2016 des écoles à réhabiliter. Comme ça, lui. Mohamed Nabi. On reste dans le nord du Sénégal. Le pont de Rosso Sénégal intéresse l'Union européenne. C'est même un projet pilote en Afrique de l'Ouest, selon Hugo Van Tilborg, le responsable infrastructure de l'UE à Dakar, qui était en visite pour le lancement d'un projet d'assainissement à l'Ousseynou Diagne. Le pont de Rosso est un projet qui intéresse aussi l'Union européenne, car c'est le meilleur moyen pour faciliter les échanges entre les peuples africains et européens en passant par le Maghreb. À en croire Hugo Van Tilborg, il est le responsable des infrastructures de l'Union européenne à Dakar. C'est un projet pour abolir les frontières, pour ramener les gens et les pays plus proches. On souhaite appuyer d'autres pays à faire la même chose. On est très intéressé par rapprocher, augmenter les liens entre le Sénégal et la Mauritanie, améliorer le commerce pour augmenter les richesses. On est effectivement très intéressé par ce pont de Rosso qui faciliterait les échanges entre les deux pays et même au-delà parce que ça faciliterait l'échange avec plus loin le Maroc, l'Europe et plus bas encore. Pour le diplomate européen, c'est un projet technique certes, mais aussi il est politique. Il demande plus d'engagement de la part des États. À l'en croire, plusieurs autres partenaires sont prêts à aider à sa réalisation. Tous les ponts, c'est des projets pas seulement techniques, c'est aussi des projets politiques, c'est très compliqué.
mais c'est quelque chose que nous suivons de très près, qui fait partie des infrastructures prioritaires de la région de l'Afrique de l'Ouest, pour lequel l'Union européenne, mais aussi principalement la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement sont prêtes à accompagner. Hugo Van Tilburg était à Rosso, Sénégal, dans le cadre du lancement d'un projet d'assainissement et de valorisation des déchets solides, un projet que la ville frontalière partage d'ailleurs avec 16 autres pour un coût global de 1,6 milliard de CFA financé par l'Union européenne. Richard Toll, à l'UCN, dernier expert. Midi 12, un mot sur le FESNAC, le Festival national des arts et culture, qui se déroule cette année à Kaolack. Lors d'un colloque qui se tient à l'occasion, le ministre de la Culture, Mbagnick Ndiaye, a demandé aux élus locaux de placer la culture au même niveau de priorité que les autres secteurs de développement. Ibrahima Diamé. Mbagnick Ndiaye bénit la culture sous toutes ses formes. Le ministre de la Culture et de la Communication semble dire que la culture est en amont et en aval de tout processus de développement durable. La culture est un élément extrêmement important dans le cadre du développement économique et social. Et c'est pourquoi nous avons pensé que nos terroirs, nos communes, nos départements, nos villes doivent véritablement promouvoir la culture pour leur promotion économique et la transformation sociale de notre environnement. En ce sens, le ministre appelle maires et présidents de conseil départemental à donner plus de considération à la culture et à travailler pour sa promotion de la même manière qu'ils le font avec les autres secteurs. Il appartient aux collectivités locales, que sont les communes, présidents de conseil départemental, y compris, de faire en sorte que l'importance qu'ils donnent à l'éducation, qu'ils donnent à la santé, qu'ils donnent au transport, qu'ils la donnent à la culture. Je crois qu'il nous appartient, nous, élus locaux, de quitter nos stations traditionnelles comme ça, où on privilégie un secteur par rapport à un autre. Tous les secteurs se valent. Vous voyez Youssou Ndour avec le groupe GFM qui emploie plus de 400 personnes. Les colloques alignés à l'occasion de cette 8e édition du FESNAC tournent autour de l'économie des terroirs. Le ministre de la Culture et de la Communication appelle la jeunesse à mobiliser leurs forces et leurs énergies pour booster cette économie qui, selon lui, donne peut-être une solution au chômage auquel ils sont confrontés. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Avec Sorno Natambay, bonjour. Bonjour. Le Cameroun, pour commencer. Un attentat suicide fait 7 morts, tous des civils. Cela s'est produit dans l'extrême nord du pays. Depuis le mois de juillet, les rebelles du groupe Boko Haram ont multiplié les incursions dans le pays. Au Togo, Amnesty International dénonce une sanglante répression par le pouvoir. Selon l'ONG, les forces de l'ordre ont tiré à bout portant et battu des personnes non armées au cours de représailles sur des habitants de Mango, au nord du pays. C'est après qu'un commissaire de police a été tué par une foule en colère. Celle-ci manifestait contre l'installation d'une aire protégée. Les événements se sont déroulés les 26 et 27 novembre dernier, donc en un mois. 8 personnes ont perdu la vie, dont le commissaire, et 117 personnes ont été blessées, dont 8 par balle. Des femmes enceintes, des enfants et des personnes âgées ont également été tabassées, selon des témoins entendus par l'ONG. Plus de 60 personnes ont été arrêtées et 7 d'entre elles sont toujours en détention. Amnesty International demande l'ouverture d'une enquête impartiale et des poursuites devant un tribunal pénal ordinaire. Des mesures pour fournir réparation et toute autre assistance aux victimes doivent également être prises. Oui, on est au lendemain de la Journée internationale des droits de l'homme, justement, en République démocratique du Congo, le gouvernement qui répond aux accusations de violation de droits humains. Alors, d'après le ministre de la Communication, les experts de l'ONU parlent comme des opposants. Lambert Mende pense que les efforts du pouvoir pour réprimer les mauvaises habitudes ne sont pas assez vulgarisés. Le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a relevé 143 violations à caractère politique, plus de 20 exécutions sommaires et des centaines de détentions arbitraires. À un an des élections, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, comme la MONUSCO, appelle les autorités congolaises à étudier les mesures préconisées pour assurer la crédibilité du processus électoral à venir. Et maintenant, le Burundi, l'armée victime de nouvelles attaques. Les dernières ont eu lieu tôt ce matin. Des personnes ont pris d'assaut 2 camps militaires de Bujumbura. Selon un haut gradé de l'armée, les assaillants étaient lourdement armés. Après plus de 2 heures d'affrontement, plusieurs dizaines d'entre eux ont été tués. Il y a aussi des morts du côté des soldats. Pour le moment, pas de bilan exact. Le responsable de la communication présidentielle a indiqué sur son compte Twitter que des insurgés ont essayé d'attaquer des camps militaires, mais ont échoué. La Suisse? C'est ça. La Suisse, Genève toujours en état d'alerte.
Le niveau d'alerte a été relevé. Les autorités ont été informées de récents mouvements sur le sol suisse de 6 individus soupçonnés de radicalisation. Diana Seydouba. La présence policière est accrue à Genève, notamment au Palais des Nations. Et puis le siège de l'ONU a été évacué pour une inspection des locaux. Le niveau d'alerte a été relevé avec des patrouilles en voiture, des contrôles aux frontières et des forces de l'ordre fortement armées. Difficile de ne pas faire le lien avec le profil des 6 hommes activement recherchés. Selon des sources, 2 des suspects ont été repérés à Genève mardi dernier à bord d'une camionnette immatriculée en Belgique. Et l'un des 2 hommes pourrait être un proche de Salah Abdeslam, qui a participé aux attentats du 13 novembre à Paris. Pour l'instant, les autorités suisses ne connaissent pas leurs intentions, mais appellent à la vigilance. La réunion sur la Syrie, qui devait s'y tenir ce vendredi, aura bien lieu, mais dans un endroit tenu secret. Le journal des actualités internationales Suite FM, conférence sur le climat à Paris, pas d'accord finalement aujourd'hui. La clôture était prévue aujourd'hui, car vous l'avez dit, mais la COP21 se poursuit jusqu'à demain samedi. Les États partis ne sont pas tombés d'accord sur les points difficiles tels que le financement pour aider les pays en développement à faire face aux impacts des changements climatiques. Notre envoyé spécial à Paris, Youssouf Bodian. Les négociations se sont poursuivies jusque très tard dans la nuit. Il n'y a pas eu d'accord, il faut donc prolonger, a décidé le président de la COP21, Laurent Fabius. Je présenterai le texte samedi matin, tôt dans la matinée, et nous pourrons prendre la décision nécessaire à mi-journée. Mais l'atmosphère est bonne, les choses sont positives, les choses vont dans le bon sens, mais il y a encore du travail, et puis je veux absolument consulter les différents groupes pour que ce soit vraiment un texte qui vienne de tous ceux qui sont exprimés. Il y a encore des blocages sur des points très importants pour l'Afrique. C'est Bézol, Bali Dominique, de jeunes volontaires pour l'environnement de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que le texte de 29 pages qui nous a été présenté, les efforts qui ont été faits dans la réduction des pages, dans la réduction des paragraphes. Mais dans le fond, lorsque nous regardons, il y a beaucoup de points qui restent à élucider, notamment les points sur les questions d'adaptation qui ont été soulevés, d'abord par les États africains, mais aussi par les États insulaires. La question financière aussi qui n'est pas encore clarifiée, et on nous demande d'attendre 2020. Ce négociateur ghanéen, lui, se projette déjà à la prochaine COP. Kenneth Nana. On a besoin de mettre plus de pression parce que cette COP est très relaxe. Je n'ai pas d'espoir parce que je pense qu'il n'y aura pas d'accord contraignant. On va certainement aller le chercher à la COP22 au Maroc. En attendant, les populations vont continuer de mourir et de souffrir. Le monde sera donc édifié sur l'avenir de sa planète demain samedi, dans la mi-journée. Youssouf Bodian, Paris-Le Bourget, Radio Futur Média. Quoi, vous n'êtes pas convaincu par la traduction de Youssouf Bodian, l'anglais? Non, ce n'est pas cela, c'est l'accent anglais du Ghanéen. Sormana Tambaye, c'était les actualités internationales, merci. Merci à vous. Critique Média, regard critique sur l'actualité dans les médias. Presse écrite, parler, audiovisuel, internet. Critique Média, Mohamed Ali Mouba, le sujet de cette semaine, comme indiqué dans les titres de ce grand journal, la disparition presque des magazines People qui souffrent de la concurrence d'Internet. Bienvenue. Lisa, Weekend, Kiosque Magazine. Pourquoi ces magazines People disparaissent-ils l'un après l'autre de nos kiosques? Mansourian, bonjour, vous êtes le directeur de publication de Icon Magazine. Mais déjà, on ne vous voit plus régulièrement. Qu'est-ce qui se passe? Oui, simplement je continue à parler. Si vous allez dans les kiosques, vous pouvez les trouver. On avait eu une interruption 2 à 3 mois suite à un problème de santé. Alors Mansour, les magazines que j'ai cités tout à l'heure ne se portent pas bien. Comment vous l'expliquez? Bon, c'est parce qu'il y a un grand problème. Le grand problème, c'est l'érosion des ventes, le manque de publicité, des options publicitaires et la cherté de l'impression. Et l'inexistence de distribution fiable. La distribution, maintenant, c'est de l'informel. Voilà, que nos parents monopolisé. L'ADP est morte de sa belle mort, ce qui veut dire qu'on a 3-4 boulots de travail. L'érosion des ventes, parce que maintenant, avec l'information gratuite du net,
Les gens sont beaucoup plus honnêtes que d'aller acheter un journal à 1500 francs. Merci Mansour Dian. Bienvenue Ibrahim Alissa Faye. Vous avez un site d'information. Vous êtes aussi président d'association des professionnels de la presse en ligne. Alors on vous accuse d'avoir pris la place des magazines. Vous faites ce que les magazines font. Vous dites tant mieux. Non, on ne dirait pas tant mieux, parce qu'en fait c'est des pertes d'emploi et c'est une titre qui disparaît. Un titre qui disparaît laisse toujours des conséquences, disons, incalculables. Mais c'est de la concurrence en moins, non? Et apparemment, c'est vous qui rappelez la publicité. En fait, ça me fait rire parce que, bon, on accuse la presse en ligne de tous les péchés mignons, quoi. En fait, vous voyez quelqu'un qui trébuche, un journaliste, en tout cas un titre qui trébuche, il accuse directement la presse en ligne. En tout cas, la pub, elle est une denrée rare, difficile à obtenir pour tout le monde. Plus sérieusement, qu'est-ce qui fait votre originalité? En fait, les sites, c'est l'instantanéité et ce qu'il faut comprendre également aussi, et c'est consultable partout et c'est gratuit. Et donc, si les populations ont la possibilité de voir en tout cas ce que ces magazines-là donnaient sans payer, et de pouvoir même commenter, ajouter leur grain de sel, et donc tant mieux pour eux. Donc c'est justement en fait une évolution que ces magazines-là n'ont pas pu comprendre et n'ont pas pu, disons, décrypter et s'adapter à ça. Merci Ibrahim Alissa Faye, merci Mansour Dian. C'était Critique Média, rendez-vous est pris pour vendredi prochain. Merci Mohamed Alimba, on vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse et les sports. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour Babacar. Football, la CAN U23 qui se déroule au Sénégal. Le pays organisateur qui va essayer d'arracher le dernier ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques Rio 2016. Et oui, Babacar, on pourrait l'assimiler à un match d'une importance capitale pour les deux formations. Une qualification pour les JO est en ligne de mire. Par conséquent, c'est loin d'être une confrontation aisée pour le Sénégal qui avait battu un match de groupe pour les Sud-Africains sur la marque de 3-1. Cependant, beaucoup de Cissé prévient qu'il faudrait y aller mollo. Nous l'écoutons au téléphone de la radio Futur Média. Il y aura un autre état d'esprit chez les Sud-Africains comme chez les Sénégalais. Maintenant, à mon sens, le Sénégal devrait évoluer dans sa façon de jouer. Comme la Suisse a évolué dans sa façon de jouer lors de ses deux derniers matchs. Donc, on ne peut pas continuer à jouer que sur les atouts d'Ismaël Sarr ou d'un Dieng ou d'un Keita. Il faut que l'équipe, même, on a connu joueuses, on a connu en tout cas avec un bon apport offensif des électoraux, avec également des militaires qui faisaient box-to-box. Donc, prendre le match à son compte et essayer de dérouler. Mais si nous comptons seulement sur les atouts de 2 joueurs, 3 joueurs par leur course, par leur ville, bon, la compétition s'achève, les joueurs s'amenuisent, les joueurs s'amenuisent. Également, ils sont repérés par les intermédiaires du club, donc ils n'ont pas le même réellement. Donc je pense qu'il faut faire rester dans sa façon de jouer, dans sa méthode. Si nous voulons en tout cas garder nos chances de nous qualifier. Alors coach, dans ce cas de figure, il faudrait certainement faire un travail psychologique, c'est-à-dire permettre à cette équipe du Sénégal de revenir dans la compétition après avoir perdu contre le Nigeria. À mon avis, c'est pas un grand problème parce qu'au départ, la FERAF avait dit que ce qui l'intéressait, c'est la qualification jouée. Donc, dans la Coupe d'Afrique, c'est seulement un bonus. Donc, je pense que si l'encadrement ne pas de joueurs, on les met dans l'état d'esprit. Je pense que les joueurs pourront se reprendre et finalement faire un bon match contre le Grand Atlantique. Boukounta Cissé, entraîneur du Niambour de Louga, club de Ligue 1 de foot sénégalaise. Sénégal-Afrique du Sud, c'est demain pour la petite finale à partir de 16h. Juste après, c'est la finale entre le Nigeria et l'Algérie pour la finale donc du tournoi U23. À l'instant, les formations font face à la presse depuis donc ce matin au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Babacar. Alors, le football en Europe, football dans les coulisses. Oui. Michel Platini, pas le bout du tunnel pour lui. Oui, le tribunal arbitral du sport maintient la suspension de Platini pour une durée de 90 jours. C'est en effet ce vendredi que le TAS devait lever ou pas cette suspension suite à l'affaire concernant le versement d'une commission d'1 800 000 € en 2011. Le TAS avance dans le communiqué que cette décision n'est pas susceptible de causer un dommage irréparable à Michel Platini. Pour le moment, néanmoins, le TAS souhaite que la FIFA ne prolonge pas cette décision au-delà des 90 jours. Pour rappel, l'élection de la FIFA, c'est le 26 février prochain. Babacar. On va terminer par un sujet lutte traditionnelle au Sénégal.
il est question du plafonnement des cachets pour les lutteurs, plafonnement à 50 millions de francs CFA. Modulo déjà lui dit non. Oui, c'est une offre des promoteurs. Modulo en tournée rejette la proposition des bailleurs de fonds de l'arène. Aucune proposition concrète ne lui a été faite, dit Karaïno, que nous écoutons. Je vais être très clair avec vous. Moi, je ne suis pas d'accord, mais du tout. À mon avis, on doit d'abord discuter avant de prendre ces décisions-là. Mais aller à la télé ou à la radio et dire ce qu'on veut, comme si on nous imposait ce cachet-là, moi, je ne suis pas d'accord. La lutte, c'est mon métier et personne ne peut m'imposer un cachet. Et que jusqu'à présent, ils ne sont pas venus vers moi pour discuter de ce projet-là. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas nous imposer quoi que ce soit ici au Sénégal et que même si c'est pas eux, il y a d'autres promoteurs ici au Sénégal. Chacun a son destin et moi je travaille, la lutte c'est mon métier et encore une fois, personne ne peut m'imposer quoi que ce soit. Voilà, c'était à l'instant donc. Merci cher.